Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have a liftoff. We are high tech from Switzerland. We're Swiss Tech. Swiss Tech. Swiss Tech. We are Swiss Tech. Swiss Tech. Swiss Tech. Swiss Tech. And we are Swiss Tech. And at the end, we are all Swiss Tech. We have a liftoff. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous accueillir à l'ambassade de Suisse à Paris, physiquement et en virtuel. L'événement d'aujourd'hui marque le retour de la Suisse au plus grand événement européen consacré aux startups et aux technologies. Je veux bien entendu parler de Viva Technology. Il aura lieu du 16 au 19 juin à Paris et en ligne. Et la Suisse y présentera des innovations de pointe de la Swiss Tech. Situation sanitaire oblige, le lancement de cet événement est hybride et je remercie d'ores et déjà les nombreux internautes qui nous ont rejoints en ligne. L'innovation n'est pas un vain mot. Il habite les esprits des entreprises, mais aussi des pionniers qui sont au cœur de l'innovation. Dans quelques minutes, un regard croisé franco-suisse va être porté sur la naissance d'une innovation. Il s'agira de découvrir comment une innovation peut être le moteur principal du développement économique en Suisse comme en France. À cette fin, nous aurons le plaisir d'accueillir des acteurs français et suisses de l'innovation qui s'exprimeront selon 3 angles qui caractérisent le cycle de vie d'une innovation. L'angle recherche, qui nous racontera que la naissance d'une innovation commence par la science et la recherche. L'angle business, qui nous dira comment l'innovation poursuit son chemin lorsqu'il s'agit de création, de partage et d'adoption de la valeur. Et l'angle pionnier, qui nous expliquera à quel point ces éclaireurs de l'avant-garde poussent l'innovation vers une industrie plus créative, plus innovante et respectueuse de l'environnement. L'innovation fait partie de l'ADN de nos 2 pays et leur compétitivité est principalement basée sur leur forte capacité à innover. Cette dernière naît ou siège souvent dans les laboratoires des universités, mais aussi au sein des entreprises, par le développement de concepts faisant appel aux nouvelles technologies. La Suisse est un des pays qui investit le plus en recherche et développement par rapport à son produit intérieur brut, soit plus de 3% de son PIB, près de 22 milliards de francs. Le transfert de technologies entre les universités et les entreprises s'effectue de manière rapide et efficace, si bien que la Suisse se classe première en Europe en nombre de dépôts de brevets par million d'habitants, menant à la création de nombreuses start-up. L'événement d'aujourd'hui est aussi l'occasion de rappeler que la Suisse et la France ont lié un partenariat économique et commercial solide et de premier plan. Le volume global des échanges entre les 2 pays est en constante augmentation, signe d'une attractivité croissante de nos marchés respectifs. Pour la Suisse, la France est son 5e client et son 3e fournisseur. Sur le plan des investissements, la Suisse est le 2e investisseur en France avec un stock de plus de 82 milliards d'euros. Plus de 1100 entreprises suisses sont implantées en France, employant plus de 255 000 personnes. Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, la Suisse a assuré un cadre stable avec des conditions attractives et un plan de soutien massif au secteur privé. Elle a notamment mis en place un vaste train de mesures pour un montant total de plus de 70 milliards de francs et a lancé un programme d'impulsion Force d'innovation suisse par l'entremise d'InnoSuisse, l'Agence pour l'encouragement de l'innovation, qui vise à préserver la force d'innovation des entreprises pendant la pandémie et à assurer durablement leur compétitivité. Nous sommes à l'aube d'une reprise contenue et l'événement d'aujourd'hui pose un jalon important vers une nouvelle normalité. Je salue ici les fondateurs des startups et d'entreprises qui seront présents sur le pavillon suisse du 16 au 18 juin
à Paris, porte de Versailles. Grâce à un pavillon encore plus grand que les années précédentes et à une présence en ligne renforcée, nous offrirons une vitrine à 12 entreprises suisses actives dans les domaines de l'aérospatial, des clean tech et de la robotique, des moteurs de robots spatiaux à la main artificielle, en passant par les solutions d'énergie renouvelable. Nous présenterons un large panel des hautes compétences suisses en matière de Swiss Tech. Par ailleurs, parce que l'esprit pionnier est au cœur de l'innovation, un espace mettra à l'honneur le goût de l'aventure qui nous anime de part et d'autre de la frontière. En plus d'y découvrir les liens étroits qui unissent Antoine de Saint-Exupéry à la Suisse, vous pourrez prendre le temps d'un instant les commandes de l'avion solaire Solar Stratos de Raphaël Donjon, découvrir les 1000 solutions efficaces et rentables pour protéger l'environnement présentées par Bertrand Piccard et rencontrer les étudiants du Space Center de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Mesdames et messieurs, je suis heureux d'assister cet après-midi à ce regard croisé franco-suisse mis sur pied par l'équipe opérationnelle de l'ambassade et suis persuadé que cet échange nourrira de nouvelles dynamiques entre nous. Je déclare ouverte notre table ronde sur la naissance d'une innovation et je passe la parole à notre modérateur, Patrice Jacquier, chef de Swiss Business France au sein de notre ambassade. Bon après-midi. Merci pour le top départ, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. En quelques mots, alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'ambassade de Suisse. Je crois que vous êtes très nombreuses et nombreux à nous rejoindre aujourd'hui et merci pour votre intérêt à nous écouter sur le thème de la naissance d'une innovation. Je suis Patrice Jacquier, je suis le chef du Swiss Business Hub France à l'ambassade de Suisse à Paris. Mon service accompagne les sociétés suisses primo-exportatrices sur le marché français et aussi les projets des entreprises françaises qui souhaitent se développer en Suisse. Nous opérons conjointement avec Switzerland Global Enterprise, qui est l'organisme officiel suisse pour la promotion des exportations et des investissements, et nous en sommes le représentant officiel en France. Alors, vous l'avez remarqué, la fusée SwissTech a bien décollé, avec à bord 12 sociétés SwissTech qui seront présentes sur le salon et l'événement, je dirais même international Vivatech dès demain, et que nous rencontrerons aussi et que nous allons retrouver petit à petit pendant cette table ronde. Vous pourrez les découvrir aussi à ce moment-là. Nous souhaitions vous faire partager aujourd'hui un regard croisé franco-suisse sur le rôle que jouent les centres de recherche, les entreprises et les êtres humains sur le cycle de vie d'une innovation. Source de nouveaux marchés, l'innovation est un mot qu'on entend beaucoup aujourd'hui dans les conversations et nous allons voyager avec elle tout au long de cette heure et demie et puis traverser les phases qui la fera évoluer et progresser pour le service de grands projets. Nous questionnerons 3 courants de pensée qui, plus que des courants de pensée, sont les bâtisseurs de l'économie de demain. Je parle de l'angle de la recherche, qui nous expliquera que la naissance d'innovation commence par la science et la recherche. Et pour ce faire, j'aurai le plaisir d'accueillir tout à l'heure sur le plateau M. Bruno Saint-Jean, PDG de l'ONERA, ainsi que M. Alexandre Pochard du CSEM. Ensuite, nous basculerons sur la deuxième phase de cette innovation qui nous dira comment l'innovation poursuit son chemin dès lors qu'il s'agit de création, de partage et d'adoption de la valeur. Et pour ce faire, j'accueillerai Simone Wyss, la CEO de Switzerland Global Enterprise, qui interrogera la société Soladis, représentée par Olivier Schwartz, et puis Madame Tardieu de Business France, qui interrogera la société Maxon, avec Alain Ponty, ici présent. Et enfin, l'angle pionnier, qui nous expliquera à quel point ces éclaireurs de l'avant-garde poussent l'innovation vers une industrie plus innovante, créative, performante et respectueuse de l'environnement. Ces 3 panels seront entrecoupés de courtes vidéos qui présenteront les sociétés suisses, les 12 sociétés SwissTech qui seront présentes à Vivatech. Elles apparaîtront par groupe de 4 et s'exprimeront chacune sur les thématiques des panels que nous aurons abordés pendant cette heure et demie. Elles s'exprimeront en anglais et donc pardon à l'avance de ne pas avoir inscrit de sous-titres en français à cette occasion. Et donc maintenant, partons à la rencontre du premier panel, l'angle recherche, et j'invite M. Saint-Jean et M. Pochard à me rejoindre.
Du laboratoire à l'industrialisation, la naissance d'une innovation commence par la recherche, ou plutôt par la science, comme me l'a indiqué M. Saint-Jean la semaine dernière lorsque nous sommes entretenus au téléphone. Messieurs, bonjour. 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 Monsieur Bruno Saint-Jean, vous êtes le président directeur général de l'ONERA, l'Office national d'études et des recherches aérospatiales, et vous avez pour mission de développer et d'orienter les recherches dans le domaine aérospatial, mais pas que, et vous m'en direz un peu plus tout à l'heure. Monsieur Alexandre Pochard, vous êtes le CIO du CSEM, une organisation suisse de recherche et de technologie de premier plan, qui crée notamment des startups par l'innovation. Et votre organisation s'appuie sur un certain nombre de compétences technologiques au service de l'industrie. Monsieur Pochard, j'avais une première question à vous poser concernant la R&D en Suisse. Comment s'organise-t-elle et comment l'environnement R&D en Suisse contribue efficacement au développement des projets pour les entreprises? Eh bien, comme l'a dit Monsieur l'ambassadeur, la Suisse investit des moyens conséquents pour la recherche et le développement, de l'ordre de 21-22 milliards d'euros par année, ce qui la positionne en haut de classement en termes de produits intérieurs bruts consacrés, dédiés à la R&D. Et puis, dans ce moteur de l'innovation et de la R&D, ce sont principalement les entreprises qui financent la recherche et le développement en Suisse. Environ 70% des moyens investis dans la recherche et le développement le sont par les entreprises, principalement les grosses entreprises multinationales dans le domaine de la pharma, dans le domaine de la chimie, dans le domaine agroalimentaire ou des machines. C'est elles qui tirent vraiment cet investissement au niveau suisse. Elles sont évidemment suivies par tout un réseau très dense en Suisse de petites et moyennes entreprises qui représentent plus de 99% de tout le tissu industriel suisse avec 2/3 des emplois. Et ces entreprises ont une forte vocation à l'exportation. Elles sont donc très orientées sur l'innovation et sur la technologie pour se différencier au niveau concurrentiel mondial. Et puis enfin, il y a un réseau de start-up très développé aussi en Suisse. Plus de 800 start-up ont été créées depuis plus de 20 ans entre les seules écoles polytechniques fédérales de Lausanne et de Zurich. Ça, c'est un gros moteur de la R&D en Suisse. Et l'autre moteur, évidemment, c'est le levier des investissements publics qui suivent deux principes chers au fédéralisme suisse. D'un côté, la subsidiarité, donc des décisions qui sont prises au plus proche des besoins, et de l'autre, le principe de compétition, avec là aussi différents projets, que ce soit Fonds national, InnoSuisse et autres, qui mettent en concurrence les chercheurs pour obtenir les bourses. Et en fait, au milieu de ces deux partenaires académiques et industriels, le CSEM et d'autres centres de compétences technologiques qui servent de courroie de transmission pour amener ces innovations vers les entreprises. Merci beaucoup. Alors, si vous pouvez parler un peu plus près du micro, merci beaucoup. Monsieur Saint-Jean, comment la R&D dans l'aérospatial est articulée en France, de la conception à la réalisation en passant par les moyens? Alors, permettez-moi d'abord, pour démarrer, de remercier Monsieur l'ambassadeur et son équipe d'avoir eu cette initiative qui nous a permis d'échanger avant que cette émission démarre en présentiel, ce qui fait un bien fou par les temps qui courent. Et puis autour du oser hier avec Saint-Exupéry, oser aujourd'hui, oser demain, c'était très intéressant. Si vous devez ne retenir qu'une seule phrase de mon intervention, c'est que l'innovation ne se décrète pas. Et il y a un mot célèbre qui dit ce n'est pas en améliorant continuellement la bougie qu'on a créé l'électricité. Il faut laisser de la place aux idées qui viennent des chercheurs et l'histoire que je vais vous raconter pour l'illustrer, alors date pas d'hier puisque ça date de l'époque du président Reagan et de la guerre des étoiles aux États-Unis, mais l'histoire est un éternel recommencement et on sent bien en ce moment des choses qui se passent dans le spatial. Donc le président Reagan, les plus anciens s'en souviennent, voulait militariser l'espace et à l'époque côté État français, on s'est posé la question mais est-ce que c'est crédible ou pas? Est-ce que ce qui est annoncé est faisable ou pas? Donc on a demandé à l'expert scientifique qui est l'ONERA auprès du ministère de la Défense de mener une analyse, ce qui a amené à créer une équipe à partir de gens de disciplines aussi différentes que les lasers, les problématiques de perturbation atmosphérique, de propagation dans l'atmosphère, pour savoir si ceci était crédible ou pas. Et après avoir itéré pendant un certain temps, les gens ont rendu un rapport disant que dans l'état actuel de la science de l'époque, ce n'était pas crédible. Comme en plus, côté États-Unis, le mandat du président Reagan s'achevait et que l'initiative allait s'effondrer, ça arrangeait bien tout le monde. Vous noterez au passage que ça s'appelle scier la branche sur laquelle on est assis et seuls les organismes publics, je crois, sont capables de ce genre d'initiative. Toujours est-il que la question s'est posée on a réuni un groupe de gens très compétents, très savants.
qu'on fait, on les sépare, où on essaie de trouver une application. Et en fait, c'est l'époque où l'Europe a décidé d'investir dans ce qui sont aujourd'hui les grands télescopes d'observation de ce qui se passe au-dessus de nos têtes. Et donc là-dessus, on a investi en termes de savoir-faire sur une discipline qui s'appelle l'optique adaptative. Pour faire très simple, quand vous regardez une étoile, elle scintille. Qu'est-ce qui fait qu'elle scintille? L'atmosphère entre votre œil et l'étoile est perturbée. Donc si on sait corriger, il suffit de corriger l'observation de ces perturbations pour améliorer ce qu'on va voir derrière. Évidemment, le « il suffit » est avec d'énormes guillemets, mais c'est derrière ça qu'on est parti. Et pour aller très vite sur la situation actuelle, aujourd'hui, les télescopes européens sont les meilleurs au monde, font des avant-premières mondiales bien avant ce que font les États-Unis, qui reconnaissent que dans cette discipline, on est devant. Là où c'est intéressant, c'est qu'avec ce même savoir-faire, on est capable d'investiguer d'autres domaines. Vous savez que l'Europe investit maintenant davantage sur la défense, notamment dans les premiers investissements et les premiers programmes qui ont été lancés. Il y a une histoire d'armement laser. C'est avec ce même savoir-faire qu'on va le faire. L'Europe investit aussi dans les communications spatiales, parce qu'aujourd'hui, on connaît une asymptote sur les débits autorisés. Avec ce savoir-faire, l'ONERA a gagné un appel à projet de l'ESA, et les conclusions de l'ESA rendues fin 2000, c'est qu'on serait capable de multiplier par 1000, ça c'est du disruptif, les débits actuels permis par les communications rayonnantes. Et puis dernier élément intéressant, c'est que on s'est interrogé sur d'autres utilisations possibles de ce savoir-faire, et il y a un autre milieu qui a été découvert comme obéissant à cette règle de perturbation alors qu'on veut voir mieux derrière, c'est votre œil. Et donc nous travaillons depuis des années avec les milieux médicaux de l'hôpital des 15-20 et les services d'application de l'hôpital de Marseille. Il y a plus de 1000 personnes qui ont été vues parce que ils pensent que la rétine est le meilleur indicateur de votre état de santé. Et donc, mieux on va voir votre rétine, plus on va pouvoir détecter tôt un certain nombre de choses, dont des maladies neurodégénératives. Et c'est ce que l'on est en train de faire avec cette même discipline. Donc, vous voyez, une même discipline, plusieurs applications, un véritable couteau suisse. Monsieur Pochard, comment s'organise au sein du CSEM l'offre que vous proposez aux entreprises qui sont en phase de croissance et qui peignent dans leur programme R&D aujourd'hui, qui recherchent du soutien, que ce soit du prototypage jusqu'à l'industrialisation petite série? Quelle est votre gamme de services que vous proposez à ces entreprises en tant que CSEM, office public-privé, hein, je le rappelle? Alors le CSEM est actif dans des technologies dites profondes, avec des temps de maturation qui sont généralement longs, entre 5, 10, voire même 15 ans pour certaines technologies. Et donc il est important pour les entreprises que nous servons de venir avec des briques qui soient suffisamment matures pour les intéresser. On a donc deux piliers principaux sur lesquels nous travaillons. D'abord de la recherche appliquée, qui est généralement financée par des deniers publics, qui nous permettent de justement développer des technologies dans la durée, sur plusieurs années, en collaboration souvent avec des partenaires académiques. Et puis, au terme de cette étape de maturation, eh bien, nous sommes à même de proposer des technologies qui sont tout à fait applicables dans des délais très courts à des entreprises dans des domaines bien précis. Pour prendre un exemple, dans la santé digitale, nous avons développé pendant plus de 15 ans une technique algorithmique permettant de mesurer la pression artérielle qui touche plus d'un humain sur 4 dans la planète, des gens qui souffrent d'hypertension dont la moitié ne le savent même pas. Eh bien, au CSEM, cette technologie de mesure via un capteur et puis une analyse algorithmique permet de détecter l'hypertension chez les personnes qui en souffrent. Et puis on a ensuite pu, lorsque cette technologie était mûre, eh bien la transférer sous forme de deux startups. Une qui mesure la pression artérielle au travers de votre téléphone portable, et puis l'autre qui le mesure via un bracelet comme celui que je porte, qui mesure en continu, toutes les heures de la journée et de la nuit, votre pression artérielle, et qui va vous dire si vous commencez à souffrir d'hypertension, et donc qui vous permettra de prendre des mesures adéquates. Et donc cette maturation sur une relativement longue durée au sein du CSEM, et puis ensuite ce transfert technologique applicable très très vite par les entreprises, est un des facteurs du succès du CSEM. Vos trois piliers sur lesquels gravitent vos technologies
vos compétences technologiques sont de l'ordre de Alors, du nous digital. avons effectivement un pilier très fort dans les technologies digitales, un autre dans les techniques d'énergie durable, comme le photovoltaïque par exemple, et puis le pilier aussi historique du CSEM, qui sont toutes les micro et nanostructures pour la microfabrication de précision, qui est un des traits aussi très helvétiques. Merci. Monsieur Saint-Jean, vous parliez tout à l'heure de cette optique adaptative et puis un bel exemple finalement de mutation entre les résultats de la recherche, je dirais, publique, aérospatiale, et les voir se migrer vers la recherche, vers l'industrie privée finalement, avec des étapes, on l'a vu, donc de la défense en passant par les télécoms, puisque c'était aussi une technologie développée pour les télescopes avec l'optique adaptative. Et on arrive aujourd'hui à utiliser ces techniques et ces technos pour l'être humain, pour traiter l'œil, ou en tout cas pouvoir analyser l'état de santé de la personne grâce à ces mécanismes. Vous avez un autre exemple, je crois, par rapport à ce principe de transfert de technologie du public vers le privé, parce qu'on comprend bien que finalement la recherche publique sert aussi au privé. Oh, il y en a même plusieurs. Je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Alexandre Tochard à l'instant, parce que des exemples comme ça, où nos travaux de recherche orientés vers l'aéronautique et le spatial finissent avec des applications dans le domaine de la santé et améliorer la santé de nos concitoyens, il y en a beaucoup plus que ce que les gens imaginent. Mais effectivement, je reviens sur l'aéronautique pure cette fois-ci. C'est même un sujet d'actualité, puisque si vous regardez les communications de ce matin ou d'hier de la société Airbus Hélicoptère, ils parlent de leur nouvel hélicoptère, le H160, en disant qu'ils espèrent évidemment percer beaucoup avec cet hélicoptère. Vous avez des illustrations qui montrent le design un peu particulier de cet hélicoptère, et ce qui frappe quand on le regarde, c'est sa pale qui n'est pas la pale classique toute droite d'un hélicoptère, mais c'est en forme. Alors les gens savants disent en double flèche. On peut penser en termes de boomerang, si on pense à nos amis australiens. Mais l'histoire de cette pale, c'est au départ une idée de, pardonnez-moi l'expression, mais de savants fous de l'ONERA, qui, à partir de la page blanche, se sont dit, mais on pourrait peut-être essayer d'imaginer quelque chose qui rendrait un hélicoptère moins bruyant, en espérant ne pas trop en dégrader les performances. Donc ils sont allés proposer cette idée au service public, et en l'occurrence au ministère des Armées. C'est d'ailleurs amusant de savoir que dans le temps, l'industriel est venu derrière en disant « mais non, on n'y croit pas, ça marchera jamais ». Le ministère a quand même décidé de suivre, et comme quoi on peut faire le bonheur des gens malgré eux. Et petit à petit, on a monté en échelle de savoir-faire, encore une fois, à partir de la page blanche. On est rentré dans une aventure qui est partie du purement français, franco-française, à une aventure européenne avec nos amis allemands, pour arriver à une pale qui est brevetée depuis maintenant quelques années, parce que comme vous l'avez dit, nos affaires prennent du temps, notamment la certification de l'hélicoptère. Et Airbus Hélicoptère affiche aujourd'hui que cet hélicoptère est 2 fois moins bruyant que les autres générations, et que soit on raisonne en termes de performance, et non seulement elles ne sont pas dégradées, mais la capacité d'emport est même de 150 kg de plus que la concurrence, soit à capacité d'emport équivalente, bien entendu, on consomme moins de carburant, donc on respecte davantage les contraintes environnementales. Très bien. Et alors, j'ai une question générale pour vous deux, messieurs, concernant l'innovation, dont chacun sait, et on peut l'imaginer, passe finalement par une coopération internationale, et notamment avec un bel exemple entre l'ONERA et le CSEM. Si vous pouviez nous dire quelques mots sur la coopération que vous avez mis debout depuis de nombreuses années, j'imagine, et sur un projet notamment sur la peinture nanostructurée. Qui de vous veut commencer là-dessus ? Peut-être je peux expliquer ce que mes collègues ont fait à l'époque. Effectivement, l'ONERA dispose de souffleries suprasoniques très utilisées, exploitées par les professionnels qui utilisent ces types d'infrastructures. Et puis, ONERA utilisait à l'époque des peintures spécifiques qui arrivent à révéler les comportements en pression en soufflerie. Et puis, ONERA cherchait, je crois, à améliorer le temps de réponse de ces peintures et s'est donc approché du CSEM
qui a pu développer des peintures nanostructurées avec une très grande densité de pores qui permettent d'améliorer l'échange avec l'air et donc de révéler sous forme de fluorescence les variations extrêmement fines de pression avec des temps de réponse qui sont de l'ordre de 10 microsecondes, donc 10 millièmes de millisecondes, quelque chose d'assez extraordinaire quand on y réfléchit. Si je peux compléter, donc d'une part, j'ai parlé avant de mes départements scientifiques. Il faut savoir qu'on est ensemble avec le CSEM engagés dans des coopérations internationales et notamment dans des associations européennes qui regroupent plusieurs établissements de recherche publics en Europe œuvrant dans le domaine de l'aéronautique ou du spatial. Donc effectivement, là, ce sujet-là concerne davantage nos souffleries. Autant on avait une expérience de peinture sensible à la pression dans le domaine stationnaire, donc dans lesquels le champ de pression est stable, autant on n'arrivait pas à mettre en place une peinture qui permettrait de réagir rapidement. Alexandre vient de donner la constante de temps, c'est quand même assez bluffant dans des domaines instationnaires, donc avec des fluctuations de pression. C'est effectivement une belle histoire d'un co-développement qui s'est d'ailleurs traduit par l'attribution du prix de l'innovation par la Chambre de commerce et d'industrie franco-suisse en 2016 à nos équipes. Et le sujet est d'actualité puisque chaque année, les équipes souffleries de l'ONERA rencontrent les grands constructeurs intéressés à des problématiques d'aérodynamique que sont les Airbus, Safran, MBDA, Dassault. La dernière rencontre avait lieu mardi dernier et quand ils ont commencé à présenter les dernières innovations, les derniers sujets et ont attaqué ce sujet de notre peinture sensible à la pression instationnaire, c'est Dassault qui a pris le micro pour vanter devant ses collègues leurs collègues, l'intérêt de cette innovation, l'intérêt de cette peinture, parce qu'elle a déjà été utilisée et testée avec eux, et ils en ont vu tous les avantages. Donc, vous voyez comment, finalement, en peu de temps, on est arrivé de quelque chose d'innovant qu'on avait du mal à faire séparément, donc qui a été fait en co-développement ensemble pour arriver derrière à un produit qui donne déjà satisfaction aux industriels. Alors, j'ai juste une... Oui, Monsieur Pochard. Là, je dirais que c'est aussi extrêmement motivant pour les équipes qui, pour les nôtres, ont pu rencontrer des spécialistes dans des domaines que nous ne connaissons finalement pas bien. Et là, mes collègues ont pu me dire à quel point ils ont apprécié la collaboration parce que ça a été pour eux d'une grande richesse. Alors justement, Et inversement, c'est réciproque. Ce qui est rassurant. Mais alors justement, ma dernière question, je pense, par rapport à ça, comment vous vous êtes connus? Quelle est votre histoire de votre première rencontre, en fait? Si c'est à titre personnel, c'est aujourd'hui. Si c'est en termes d'établissement, très peu de temps après mon arrivée à l'ONERA à la mi-2014, j'ai été impliqué dans les associations européennes que j'évoquais en matière de recherche. Et donc, très naturellement, on est arrivé à échanger avec les gens du CSEM et à construire des relations qu'on devrait pouvoir développer assez largement de manière bilatérale, je pense. Très bien. Monsieur Pochard? Alors là, je n'étais pas encore en fonction quand tout ça a été lancé, donc je ne peux pas ajouter beaucoup de substance. Au CSEM, il y a à peu près... En janvier de cette année. Voilà, quelques mois maintenant. Hein. Très bien. Donc finalement, le dernier mot, c'est que l'innovation vous rapproche. Bien sûr. Absolument, l'innovation, ça se fait en équipe, ça se fait jamais seul. Messieurs, merci beaucoup. Monsieur Saint-Jean, Monsieur Pochard, merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Et maintenant, assistons au décollage du premier étage de la fusée avec les 4 premières sociétés SwissTech qui seront sur Vivatech et qui vont s'exprimer sur le thème de la recherche. C'est parti. CSEM play a key role in the innovation value chain by narrowing the gap between fundamental research from one side and industrialization from the other side. Thanks to its unique business model in Switzerland and maybe in the world, CSEM developed world-class technologies using the public funding we received from the Swiss Confederation, about 1/3 of our turnover, and transfer it after that to the industrial sector and valorize it using kind of competitive funds and the industrial funds. And therefore, new ventures are created, and new innovation are created also from companies, and the new products are launched in the market. I choose today some of the products that were launched recently. For example, the startup Ava has launched its fertility tracker, which is a product
And we have done the technology transfer with them in the frame of an InnoSwiss project. Another product that we can show also today is the blood pressure monitoring, the continuous blood pressure monitoring released recently by Actia, a spin-off of CSEM. We were able to make these success stories thanks to the ancestor of these products, which was a NISA proposal and a NISA project. In the frame of this project, CSEM has developed a system to monitor the astronauts and specifically their physiological parameters. My autonomous watch is telling me that I exceeded my time. And yes, this solar dial has been developed at CSEM. The R&D environment in Switzerland contributed in several ways. First, there is a vibrant ecosystem for startups in Switzerland, allowing startups to get funding, coaching, and also collaboration with universities. And this really allows startups to stay on the edge of technology. Number two is really the massive technical know-how, both in robotics and computer vision and machine learning between EPFL and ETH. And finally, there is also a huge technical know-how in the Swiss technical universities as the HOS. And number three, we also have the benefit of the long-standing tradition of the Swiss label and everything that it means in terms of industrial quality and reliability. Well, our journey was pretty long. First started with just a 3D prototype. And then we were discovered by Sean O'Sullivan Ventures, who brought us to Shenzhen in China to build our first real-world prototype. And this we've done in 3 months. Before coming back to Switzerland and starting working on our safety and security prototype in what was called the garage. And from the EPFL garage, we were taken out by the Nivalis group, and really we were helped both in terms of financing and of vision, and here we are today. The R&D environment in Switzerland was the major contribution to the success of Compare up to now. This company is the follow-up of my PhD thesis. We've been collaborating a lot with EPFL, having a lot of support from this university as well, and we are still collaborating a lot on future projects, development of future product families, characterization of our materials, and also future implementations into real applications. The R&D phase started throughout my PhD thesis at EPFL in Lausanne, and more specifically into the Laboratory for Processing of Advanced Composites. This laboratory is really focused on processing those materials, and we've been always thinking of how to extend this processing of this great technology, and that is really part of the success of Compare. During that phase, we had then to work with partners, industrial actors that enable us now to reach an industrial scale with several hundreds of square meters of our products that have been produced up to now. So I think the R&D environment here in Switzerland is really fantastic. So we are an EPFL-based spin-off, but really the ecosystem just at EPFL really boosts us to transfer the technology from the lab to the market. So I think EPFL on its own is really a real environment, but more largely in Switzerland there is really lots of tools. InnoSwiss as well gave us lots of mentoring, tools to develop all the entrepreneurial side actually. And I think that on this side, it's really a fantastic place to develop R&D, and especially I would say a tech-based startup and clean tech. Yeah, actually, so we are still on this late part of the R&D side. We are still prototyping, testing, improving the markets. Going to industrialization is quite a challenge for us today. We have developed quite recently a partnership with Switzerland Innovation to help us go into this direction. There is still quite a lot of work to do, and it's quite a challenge, but we are ready to face it.
Poursuivons notre voyage avec le second panel, l'angle affaires. La création, le partage et l'adoption de la valeur. Après être passé par la phase recherche, l'innovation se poursuit par un long apprentissage d'adaptation et de mise en adéquation avec le marché. Elle finit par ouvrir la voie vers de nouveaux marchés. Sur cet angle, les représentants suisses et français en charge de la promotion économique se feront les modérateurs des sociétés qu'elles auront respectivement accompagnées lors de leur implantation sur leur territoire. Commençons par la Suisse. Simone Wyss et Olivier Schwartz, bonjour. Simone Wyss, vous êtes la CEO de Switzerland Global Enterprise, organisation officielle suisse pour la promotion des exportations et des investissements. Vous serez la modératrice et vous interrogerez Olivier Schwartz, le managing director de Soladis Suisse. Monsieur Schwartz, vous êtes donc le MD de Soladis Suisse, une société spécialisée dans le conseil et la conduite de projets autour de la donnée. La parole est à vous. Merci beaucoup, Patrice. Et je me réjouis beaucoup de parler aujourd'hui avec vous, Olivier Schwartz. Et pour commencer, c'est vraiment un honneur pour nous d'avoir des entreprises françaises innovatives comme la vôtre en Suisse. Pour commencer, durant cette semaine, c'est quoi votre objectif au Vivatech? Merci pour votre accueil. Tout d'abord, bonjour à tous, grazie miteinander, c'est important également. Donc nous sommes présents ici au Vivatech pour pouvoir représenter Soladis, pour pouvoir accompagner des partenaires qui ont des projets autour de la donnée, pour pouvoir identifier, sourcer de l'innovation et pour pouvoir aller un petit peu plus loin dans des projets aussi bien du côté helvète que du côté français, et puis aussi d'avancer avec des partenaires internationaux au-delà de ces deux pays en accompagnant main dans la main nos partenaires internationaux sur les deux côtés des Alpes. Parfait. Alors, les partenariats, certainement un mot-clé dans l'innovation, aussi au sujet des affaires. Je pense que c'était en 2015 que vous êtes arrivé en Suisse avec la Soladis. En ce moment-là, quels ont été les critères clés pour votre implantation en Suisse? Alors, il y a eu beaucoup de critères. Tout d'abord, l'accueil et la capacité d'interaction, la facilité de pouvoir échanger, de pouvoir se comprendre. C'est un point qui est très important sur cette partie d'exploration où, en fin de compte, on a visité beaucoup de pays, on a visité beaucoup de villes. Les accueils ont été variés entre les différents pays. On a senti une robustesse dans la vision, une vision long terme qui nous a beaucoup plu et qui nous a plu au niveau de notre valeur scientifique qui est très importante étant donné que nous sommes une société scientifique. Là-dessus, en partant de cette base, ensuite il y a beaucoup d'autres critères qui sont entrés en compte. Tout d'abord, le réseau d'éducation avec la Fachhochschule Nordwestschweiz, bien évidemment qui est à Bâle, le PFL, le TH Zurich, qui sont des catalyseurs de formation qui nous permettent d'identifier des talents et de recruter des talents, ce qui est très important pour nous. La capacité aussi de catalyser d'autres talents qui peuvent venir de partout dans le monde avec un environnement très international, ce qui apporte beaucoup de valeur dans notre milieu scientifique. Et puis la culture de l'innovation qui est un point très important aussi pour nous, la force de la R&D suisse qui est fondamentale pour nous. Et évidemment le sens des affaires aussi, notre capacité de compréhension là-dessus, étant donné que nous avons cette valeur scientifique appliquée au monde des affaires, où lorsque l'on s'engage sur quelque chose, on s'y tient, on y va et on avance ensemble, c'est quelque chose qu'on a senti très fort auprès de nos partenaires côté suisse et sur lequel on s'est vraiment retrouvé.
Super, je crois que vous êtes très bien arrivés chez nous et on écoute très souvent, alors c'est les partenaires, c'est les talents, c'est la vision et la culture de la collaboration aussi au sujet d'innovation. C'est une fois de faire un choix de venir, mais au moment que vous êtes arrivés en Suisse, quels ont été les bras de levier qui ont été vraiment importants pour faire l'implantation un succès? Alors, on a eu des bras de levier, aussi bien côté français que côté suisse, sur les différentes étapes de notre développement, avec la première partie qui était plutôt exploration. Première partie exploration où on a vraiment eu cette phase de réflexion, cette phase de scouting entre guillemets sur différents pays. Et là-dessus, on a eu l'accompagnement donc de la COFAS, maintenant c'est Business France qui a repris le flambeau sur un accompagnement assurance prospection pour pouvoir nous aider dans cette activité d'exploration dans une première étape. Également indirectement, nous avons eu le soutien de Business France. J'ai eu la chance d'être un volontaire international en entreprise à Bâle avant de prendre en main l'activité de développement de Soladis GmbH à Bâle. Donc cette expérience que nous avons acquis via Business France nous a été utile aussi pour le développement de notre unité sur place, sur cette phase d'exploration. Et puis, évidemment, les premiers contacts, Swiss Business Hub, Swiss Global Enterprise, qui nous ont donné un certain nombre de clés de compréhension, un certain nombre d'informations macroéconomiques, sociales, pour pouvoir avancer. Ensuite, lorsque l'on a avancé sur les autres étapes où l'on était en phase de consolidation, c'était des acteurs qui sont présents beaucoup plus de façon routinière sur place, qui nous accompagnent encore aujourd'hui. Donc notamment la Chambre de commerce et d'industrie France-Suisse, Basel Area, qui nous ont aussi beaucoup aidés sur la phase d'implantation. Le Day One, catalyseur d'innovation dans le domaine de la e-santé, dont nous sommes partenaires et qui nous a accueillis aussi depuis maintenant un peu plus d'1 an au sein du campus Novartis dans leur incubateur, et tout un ensemble d'acteurs également que je ne peux pas forcément tous citer, hélas, car il y en a beaucoup qui nous ont beaucoup aidés. Super. Alors, au moment qu'on arrive, c'est important aussi avoir un réseau avec des partenaires officiels, peut-être de les 2 pays qui ont donné le soutien pour avoir de succès. Et je suis très contente que ça semble que ça fonctionnait bien. Maintenant, peut-être au sujet de la France et la Suisse, entre les 2 pays, quel rapprochement voyez-vous qui sont importants pour vous comme entreprise innovative? C'est une très bonne question. On parle beaucoup des points de différence pour faire attention justement par rapport aux entrepreneurs français de bien approcher cette zone-là, mais les points de rapprochement sont également très nombreux. Tout d'abord, la France et la Suisse sont des terres d'innovation. Avec beaucoup de projets qui en naissent d'un côté ou de l'autre des Alpes, mais aussi des 2 côtés. On a des collaborations croisées qui sont assez intéressantes. Je dirais que c'est un point qui est très fort et qui est très important des 2 côtés, aussi bien au niveau de l'innovation publique que privée. Donc on peut avoir des instituts ou des centres tels que le CSEM qui a un haut niveau d'excellence dans son domaine, l'IDIAP également dans le domaine de l'intelligence artificielle dans le Valais qui est vraiment appliqué à nos métiers. Également le CERN et d'autres structures. Donc cette partie innovation est peut-être le point le plus important et qui rapproche vraiment les 2 pays avec cette culture scientifique, cette même approche de la culture scientifique qui fait que nos échanges avec nos partenaires sont vraiment très fluides des 2 côtés de la frontière.
Alors ça semble quand les entreprises, les organisations, ils parlent la même langue au sujet de l'innovation et ça compte vraiment. Avant, on a parlé un peu des rêves. Et peut-être comme mot de clôture, c'est quoi votre rêve pour la Soladis en Suisse? Alors, je suis un rêveur, je suis quelqu'un de très positif, donc je pourrais vous répondre beaucoup de choses. Mon rêve pour Soladis, peut-être que ce serait de développer nos activités un petit peu plus dans le domaine du spatial, justement. Je fais un lien avec les intervenants précédents qui ont vu des applications dans la santé avec de la recherche dans l'astrophysique ou dans le spatial. Et justement, nous, de notre côté, nous sommes un peu plus penchés sur le côté des life science. Et j'ai plusieurs collègues qui sont bioinformaticiens, biostatisticiens, qui viennent de l'astrophysique parce que, en fin de compte, les méthodes sont vraiment similaires entre l'analyse des galaxies et l'analyse de l'infiniment petit, ce que je trouve fascinant, vraiment. Donc ce serait peut-être ce développement un petit peu dans ce nouveau monde pour nous. Super. Alors, joindre les forces entre le life science et l'aérospace, c'est la semaine que ça va arriver. Merci beaucoup, Olivier Schwartz. C'est à toi, Patrice. Merci beaucoup, Simone. Merci, Olivier Schwartz. Merci. Et maintenant, passons à Business France et à Maxon. Merci à vous. Marie-Cécile Tardieu, bonjour. Alain Ponty, bonjour. Marie-Cécile Tardieu, vous êtes directrice générale déléguée Invest chez Business France et vous serez la modératrice et interrogerez Alain Ponty de la société Maxon France. Monsieur Alain Ponty, vous êtes le CEO de Maxon France, filiale française du groupe suisse leader mondial de la conception, du développement et de la production de systèmes motorisés, à la fois pour l'aérospatial, mais aussi le médical, l'aéronautique et les véhicules autonomes. Madame Tardieu, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord remercier l'ambassade de Suisse en France pour cette invitation, vous féliciter pour ce pavillon suisse qui s'ouvrira à Vivatech. Et avant d'entamer un dialogue, et je me réjouis d'avoir cette discussion avec Monsieur Ponty, je voudrais réagir aux propos de la table ronde précédente parce que c'était très intéressant d'écouter Monsieur Olivier Schwartz qui a montré que l'internationalisation des entreprises, en fait, c'est un tout et on peut être une entreprise française qui va en Suisse et une entreprise suisse qui vient en France. Et finalement, nous voyons de très fortes complémentarités avec mon homologue et Madame Guise. Et donc, vraiment, merci beaucoup de ce regard croisé. Donc, je vais interroger Monsieur Ponty et je vais essayer de lui faire dire beaucoup de bonnes choses sur la France et sur son implantation en France. Mais peut-être une première question pour commencer. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'intégration que vous avez réussi entre MDP et Maxon ? Oui, effectivement. Donc l'histoire entre MDP et Maxon, MDP étant le distributeur de Maxon en France depuis 1970, création de MDP quelques années après, s'est concrétisée réellement par l'intégration en 2014 de notre entreprise au sein du groupe Maxon. Et cette histoire relève vraiment d'une relation forte entre deux esprits d'entreprise et un esprit d'entreprise qui était très familial puisque, comme vous le savez, le groupe Maxon est détenu par la famille Braun qui a su entretenir et développer cette passion pour l'innovation. Cette passion pour l'innovation, MDP l'avait, puisqu'il a développé au sein de ces dernières années, et notamment c'est encore plus vrai depuis son intégration dans le groupe Maxon, cette capacité à apporter de nouvelles briques technologiques dans le domaine des systèmes mécatroniques. Et c'est ce qui a fait effectivement notre succès d'intégration de notre entreprise dans le groupe Maxon. Vous êtes un leader. La France aime accueillir des leaders. Nous sommes aussi, je tiens à le signaler, le premier pays européen d'accueil des investissements directs étrangers. Et ce qui intéresse notre public, je pense, c'est de comprendre pourquoi avez-vous choisi Rhône-Alpes pour vous implanter.
Alors, pourquoi nous avons choisi Rhône-Alpes? Déjà, effectivement, nous avons décidé d'ouvrir notre premier centre de recherche et de fabrication de systèmes mécatroniques. Nous avons d'ailleurs ouvert un bâtiment très récemment, nous l'avons fait en janvier 2021, un bâtiment de haute technologie de 4200 mètres carrés qui a nécessité un investissement de 10 millions d'euros et qui va regrouper une centaine de collaborateurs spécialisés dans ces systèmes mécatroniques. Cette implantation, elle est liée aussi à une décision, donc à cette histoire, mais à une décision effectivement de stratégie qui existe au niveau du groupe Maxon, de développer nos activités dans les futures années vers les systèmes mécatroniques, c'est-à-dire au-delà, comme vous le signalez tout à l'heure, au-delà des systèmes motorisation pure. Donc nous avons développé cette activité pour ce futur. Alors, ce que je trouve très, très intéressant, c'est que vous avez trouvé finalement à proximité, parce qu'on ne peut pas dire que Rhône-Alpes soit très loin géographiquement de la Suisse, mais vous avez trouvé finalement des atouts qui correspondaient à vos besoins et vous avez identifié dans ces territoires des acteurs qui pouvaient porter votre projet. Effectivement, le bassin rhône-alpin est vraiment d'une très grande richesse, notamment dans les métiers dans la filière mécatronique, puisqu'on y retrouve de nombreux clients, mais également fournisseurs qui sont également fournisseurs de notre entreprise dans les solutions que nous développons tous les jours. Donc ça, c'était le premier atout. Le deuxième atout a été effectivement tout le monde universitaire qui existe, donc bien sûr sur le territoire rhône-alpin, mais très très proche avec de nombreuses collaborations avec la Suisse romande notamment. On pense à l'EPFL par exemple. Donc ça a été un deuxième attrait de développement, puisque vous le savez, nous avons besoin dans notre développement de trouver de nouveaux talents demain pour pouvoir développer nos activités et continuer à innover dans nos métiers. Alors, vous avez parlé des talents. Alors, je me permets de nouveau une petite publicité pour Business France, parce que Monsieur Schwartz tout à l'heure a parlé du volontariat international en entreprise, et je peux pas m'empêcher quand même de me réjouir de voir la réussite de nos volontaires internationaux en entreprise. Donc, les volontaires internationaux, ce sont des jeunes qui vont travailler. C'est pas des stages, c'est vraiment un travail, prendre des responsabilités dans des entreprises, et on constate que ces jeunes après ont le goût de l'international, ont la capacité de se projeter ou de projeter les PME qu'ils ont accompagnés à l'international, et nous nous réjouissons de voir que ce programme suscite un réel intérêt, et nous souhaitons que les entreprises étrangères en France utilisent davantage ce dispositif. Donc je compte vraiment sur tout le public qui assiste à ce webinaire et à toutes les entreprises suisses qui sont bien nombreuses en France, parce que nous sommes le premier pays européen d'accueil des investissements suisses, de recourir au VIE. Et d'y recourir notamment pour bénéficier aussi du potentiel du marché français. C'est ma dernière question. Que voyez-vous pour l'avenir? Comment voyez-vous le marché en France, Monsieur Pontilly? Alors, nos produits sont utilisés toujours dans des environnements sévères où des exigences sont souvent très très élevées. Nous intervenons dans 4 marchés, le marché du médical, le marché de l'automatisme industriel, le marché de la mobilité et des transports et le marché de l'aéronautique, ou l'aérospatial par exemple. Donc, à titre d'exemple, 100 de nos moteurs sont actuellement sur Mars. C'est une collaboration dans l'innovation qui a été faite avec la NASA et également j'ai appris aujourd'hui quelques instituts suisses qui remontent à 1997 et notamment sur la dernière mission Mars 2020 qui vient de s'ouvrir. Le rover Perseverance dispose de motorisation Maxon, mais également le premier hélicoptère qui a volé sur Mars, Ingenuity, est équipé de nos solutions très proches des produits standards. Donc tout ça nous montre effectivement cette capacité d'innovation qu'a notre groupe, cette capacité d'innovation que nous pouvons trouver aussi grâce à nos implantations et notre spécialité sur le marché français, puisqu'en fait dans l'environnement global de Maxon, cette spécialité en système mécatronique va vraiment nous porter sur le développement du marché français, en pouvant aider des industriels et en tous les cas les recherches dans des domaines les plus poussés à proposer des solutions innovantes, mais également sera un tremplin
pour Maxon France pour développer ses activités dans d'autres pays internationaux en s'appuyant sur le réseau Maxon, qui comporte à peu près une trentaine de sociétés qui distribuent nos produits partout dans le monde. Donc l'intérêt est double. Donc on voit bien avec le plan de relance, avec la transformation finalement des entreprises, l'industrie 4.0, que finalement beaucoup d'entreprises pourront avoir des technologies qui appartiennent à ce qui nous fait rêver, au spatial et à l'univers de la conquête de Mars. Donc on est très très heureux d'avoir Maxon sur le territoire français. On lui souhaite vraiment de bien prospérer. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup. Donc, juste si j'ose résumer, en fait, les liens, d'après ce qu'on entend depuis le début et depuis l'intervention de Simone Wyss également, côté suisse et puis la vision française, les liens entre les deux pays existent, ils sont forts, et puis les forces en présence qui se fédèrent pour accompagner les sociétés, qu'elles soient suisses ou françaises, sont très présentes et proactives. Et c'est rassurant dans ce sens. Et moi, j'avais une question piège, mais que je poserais aussi à Monsieur Schwarz. Maxon France, depuis que vous êtes en France, vous sentez quoi? Société française ou société suisse? Nous sommes effectivement une société française, Maxon France, mais effectivement portée par toute cette proposition et ce développement sur l'innovation que nous apporte notre groupe, et donc cet esprit suisse qui effectivement, grâce à ce fonctionnement d'entreprise familiale, favorise l'entrepreneuriat. Et je crois que c'est ce qui fait aujourd'hui la force, c'est que la Suisse est un petit pays, mais avec des entrepreneurs ou des gens qui poussent effectivement leurs collaborateurs ou leurs filiales à développer leurs activités avec une grande autonomie. Donc l'ADN suisse d'une société suisse au sein d'une entreprise légalement française, d'origine suisse. Et puis je me retourne derrière Monsieur Ponty très rapidement vers Olivier Schwarz et puis Simone Wyss, en disant que l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que l'ADN d'une société française se trouve dans l'esprit aujourd'hui d'une société suisse, devenue suisse, parce qu'elle a pris le choix et elle a fait le choix d'être suisse et d'aller en Suisse. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre intervention. Merci. Merci. Et maintenant, assistons au décollage du deuxième étage de la fusée avec les 4 sociétés suisses suivantes de Swisstech qui vont s'exprimer sur la thématique business ou affaires en français. So our way of making our product known is connected a lot with press coverage. Because most people are not aware that they could even change their keyboard on the phone. And that's, in a way, both a challenge as well as an opportunity. The challenge is, well, people don't actively search for this product on the app stores. So we need to find other ways of making it known. And obviously through the press, this is a great way. So people read about it. I think it's also an interesting story. How the keyboard is that old, from the 19th century, and why has nobody ever thought about it, really making something different. And the other way for us is also through social media. I think there we have seen great adoption because you can make it very visual. You can show the product with videos. It doesn't take much time to explain, which is also well suited to like short videos. It's something that we're exploring right now. The different markets, the different geographies, they are distinct in their business compositions, in their compositions of different sectors, and they are also distinct by the speed of regulation. I really remember strongly France's article on disclosing sustainability-related information, which was already some years ago in practice, while other countries followed up later on. So that gives a natural reason to not only looking at your home turf, but going where regulation, where need, where demand, and also where innovative capacity is high at the moment. Thinking about what led us having adopted our product by a lot of customers is basically always retuning and identifying the needs every day again, what customers want, educating customers in this new field of corporate sustainability in the private markets, and then really listening what customers have, where customers have pains, what customers need
at the very moment. Working in sustainability means also that you're having visions that are looking very far. However, most of the customers rightfully are not at this pace. So being at the same speed as your customers helps a lot for adoption of product. The driving force behind our idea in promoting our product was that we are liking to go from a Swiss case out to Europe. So we wanted to develop a good idea which was working in Switzerland and applying it to the European market. And there we have a new law umbrella which is fostering renewable technologies, which is fostering more transparency in the building field. And for that reason, we believe that there is a huge market and a huge need in the international market in Europe for applying our system. The allowance to get adopted our product to everyone is that we are just interface open, so we can connect to every hardware you can imagine and then do the billing of that. We are able to connect heat, water, electricity or electromobility metering devices, and thus having a straight-on, easy and efficient and administrative billing process with our system. Solar market will be €1 trillion in next 10 years. According to PV Magazine, 10% of e-waste will be solar panels by 2050. It's a lot of e-waste. That's where the countries like France and even the global community has to focus on. We want to accelerate the adoption of clean energy in our society. Hence, we have to make sure those solar panels have to live longer. I think that's where our technology comes. We are the doctor of solar panels. We can detect, diagnose, and prescribe how to heal those solar panels and make those solar panels more greener. Companies in France looking for these kind of technologies so that the solar panels can produce more clean energy, hence creating more value for the society in terms of clean energy, but also financials. And that's where I think we are very rightly placed to provide our technology to them. We launched our company in November 2019, and soon we were hit by COVID. As a result, a lot of these solar plant owners could not send people to maintain the solar plant. And that's where our technology came. We helped them to localize the fault much before anyone could see it. As a result, a lot of solar developers around the world were looking for such kind of solution, and we were correctly placed on that. We helped these solar plant owner to digitize their assets and help them manage well. Retour en plateau pour la dernière partie. La fin de notre voyage nous transporte vers le troisième panel, l'angle pionnier. Les éclaireurs de l'avant-garde. Ces pionniers qui sont le début et la fin d'un cycle de l'innovation, où l'innovation est éprouvée, testée, au péril de leur vie. Avant et après la conception, cet esprit pionnier, on l'aura tous compris, est au cœur de l'innovation. Bertrand Piccard et Frankie Zapata, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Bertrand Piccard, vous êtes à la fois psychiatre et explorateur et est entré dans l'histoire en réalisant 2 premières aéronautiques, le tour du monde en ballon sans escale et puis un tour du monde en avion solaire. J'avais une première question à vous, Bertrand. L'esprit pionnier fait-il appel à une certaine psychologie? Oui. Et ce qui est curieux, c'est qu'en fait, c'est une psychologie qui est considérée comme étant négative dans le monde de tous les jours. Je crois que le pionnier, l'innovateur, c'est celui qui n'est pas satisfait de ce qu'il a et de ce qu'il voit et de ce qu'il fait. Donc, il veut autre chose, il veut mieux, il veut différemment. Alors, on nous dit toujours, contentez-vous de ce que vous avez. Il y a toute une philosophie de la contemplation en se disant, ben voilà, ce que j'aime suffit. Eh bien, le pionnier, c'est l'inverse. Je suis désolé, c'est très paradoxal, c'est très provocateur, mais si le pionnier était content de ce qu'il avait, eh bien, il n'explorerait rien d'autre. Très intéressant comme approche, mais c'est tellement vrai ce que vous dites, Bertrand. Et lorsque je fais référence à l'intuition, l'imagination, la créativité qui opèrent une mutation
vers une association d'idées? Comment vous fonctionnez dans votre esprit de pionnier aujourd'hui par rapport à cela? J'essaie d'être assez honnête avec moi-même pour observer ce que j'ai appris, ce que je pense, ce que je crois, ce que je sais, et j'essaie de faire autre chose. Parfois même d'envisager exactement le contraire. Et je me demande ce que serait ma vie ou ce que serait le monde en changeant totalement l'angle sous lequel je vois les choses. Alors, c'est parfois difficile de le faire soi-même, donc c'est important d'avoir une équipe, d'avoir une famille, d'avoir des gens autour de soi qui vous stimulent. Et moi, ce que je leur demande, c'est chaque fois que j'arrive avec une idée, qu'on me dise « Ok, ça c'est l'idée que tu as eue jusqu'à maintenant », quelle autre idée est-ce qu'on pourrait avoir? Et moi, je fais ça systématiquement avec les autres. C'est parfois un peu fatigant parce que tous ceux qui sont contents de leurs conclusions sont systématiquement chamboulés. Parfois, c'est moi qui suis chamboulé. Et c'est ça qui est passionnant. Donc, ça veut dire aussi qu'on doit toujours se mettre en contact de gens qui sont fondamentalement différents. Parce que les seules choses qui peuvent nous remettre en question, finalement, à part les grandes crises de l'existence, c'est les gens qui pensent autrement et qui ont le courage de nous le dire. Frankie Zapata, pilote professionnel de moto marine, mais avant, nous allons regarder quelques images avant d'entamer la première question. Frankie. Il faut souvent que j'ai peur avant, parce que dans l'instant, je me connais, quoi. J'irai jusqu'au bout. Je veux dire, j'ai tout le monde d'engagé, quoi. Si je fais pas ça, je suis foutu, quoi. Je t'aime, chérie. Sincèrement, là, j'ai peur que ce soit la fois où on est allé un peu trop loin. Frankie Zapata, vous avez remporté de nombreuses compétitions internationales et êtes l'inventeur du flyboard à eau. Et puis, à un moment donné, comme vous me l'aviez dit la semaine dernière, ce tuyau, je ne savais plus quoi en faire, je l'ai enlevé et j'ai fait un flyboard à air. Et donc, et totalement autonome d'ailleurs. Et ma première question concerne la pleine conscience. Est-ce que pour vous, la pleine conscience a des limites? Disons que ça n'a pas vraiment de limites. Disons que moi, je ne me pose pas ce genre de questions. J'ai juste envie d'aller de l'avant. C'est même pas quelque chose qui réfléchit. C'est plutôt viscéral, quoi. J'ai une idée et finalement, je force pas vraiment pour l'avoir. Elle coule toute seule, quoi. Je faisais du jet ski. Et puis, j'avais envie de voler et du coup, j'ai connecté un tuyau pour voler. Et en fait, mon métier, c'est plutôt de résoudre des problèmes pour réaliser mes rêves. Donc, je n'ai pas spécialement de questionnement existentiel comme ça. Par contre, je suis prêt à aller assez loin pour les réaliser. Bertrand, vous êtes d'accord là-dessus? On est très complémentaires, de toute façon. Non, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que la conscience, tu appelles ça pleine conscience, moi, j'appelle ça conscience de soi dans l'instant présent. C'est fondamental si on veut réussir quelque chose qui est à risque. Et moi, c'est ce qui m'a permis de passer du gamin qui avait peur de monter dans un arbre à un champion d'Europe de vol acrobatique en aile delta en quelques années. C'est cette confrontation au risque qui nous oblige à être totalement conscients de soi-même et totalement en contact avec ses ressources et ses qualités intérieures, de manière à pouvoir systématiquement répondre de manière performante avec la concentration qu'il faut. Donc je dirais oui, il y a un côté presque spirituel dans la performance face au danger. Mmh. Frankie Zapata, qu'est-ce que pour vous le risque, l'incertitude, les limites, l'adaptation rapide, l'agilité, la pugnacité, et puis enfin le risque d'échouer? Déjà, je voudrais répondre par la dernière question. Le risque d'échouer, c'est pas une question. Enfin, moi, j'échoue perpétuellement tous les jours. Je veux dire, on peut pas réussir quelque chose sans échouer avant. Donc ça, c'est quelque chose c'est la base, quoi. Enfin, du moins de mon fonctionnement. Moi, je fais du développement expérimental. Je viens aussi dans ma première vie, comme vous avez dit, du sport. Et tu n'es pas champion du monde, quoi. Tu le deviens.
Ensuite, le risque, je pense que moi, c'est la confiance en moi qui me permet d'appréhender le risque. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui se gagne et qui se gagne autant que la confiance dans les autres. Moi, elle s'est gagnée de manière naturelle. Je veux dire, j'ai été confronté à des situations extrêmement dangereuses, souvent où ma vie était engagée, où ma carrière était engagée, où mon équipe était engagée. Et je sais, au fur et à mesure des années, j'ai appris à me faire confiance. Je sais que je ne recule pas. Par exemple, on va dire se dérober juste avant un obstacle, c'est ce que 99% des humains vont faire. Alors que finalement, si vous sautez une bosse, à ski ou à n'importe quoi en vélo, il suffit des fois de rien faire, vous gardez le guidon et ça passe tout seul. Mais l'humain va souvent se dérober. Je sais que j'ai cette capacité à ne pas me dérober. J'ai appris à avoir confiance en moi. Et puis après, c'est l'instinct et les expériences de la vie qui font ça, quoi. Qui font qu'on appréhende le danger. Et puis également, c'est jusqu'à quel point on est prêt à aller. Et c'est ce que je disais finalement dans le reportage, c'est que moi j'ai besoin d'avoir peur avant, de me questionner avant, parce que je sais que dans l'instant T, je ne reculerai pas, quelle que soit la situation. Donc j'ai besoin de vraiment y penser, jusqu'où je suis prêt à aller, puisqu'une fois que je l'ai assimilé, je veux dire, j'irai jusqu'au bout et j'irai au bout de la situation. D'accord, donc avoir peur sans avoir peur pour aller jusqu'au bout de ses capacités, de savoir jusqu'où on peut aller pour atteindre son objectif. Disons que l'humain, il est câblé comme ça, génétiquement. La peur, c'est ce qui nous tient en vie. Donc, moi, j'ai appris à la décomposer, quoi, c'est-à-dire à la réfléchir avant pour rester vivant, mais à annuler les phénomènes physiologiques. Je veux dire, il y a vraiment analyser le réel danger. C'est-à-dire que, par exemple, si vous demandez à 99% des gens s'ils préfèrent être jetés au milieu de la mer, nuit noire, ou envoyer un texto sur l'autoroute, ils vont vous dire non, j'envoie un texto sur l'autoroute. Pourtant, au milieu de la mer, dans la nuit noire, il vous arrivera quasiment rien, alors qu'envoyer un texto sur l'autoroute, vous avez de grandes chances de vous tuer. Donc c'est ça aussi, analyser réellement le vrai risque. Les gens, ils regardent le flyboarder, ils disent mon Dieu, ce gars, il vole à ras du sol, sans parachute. Mais il y a des années d'expérience derrière où j'ai appris à me faire confiance et de développement qui fait que la machine est redondante et j'ai confiance en ce que je fais. Après, l'accident est toujours là. Je prends plus de risques que derrière un bureau. Ce risque-là, je l'accepte parce que c'est l'histoire de ma vie. Et ce que dit Francky Zapata, Bertrand, c'est quelque chose de tellement... pas mystérieux, mais qui est très attirant dans le sens où, aujourd'hui, on est en train de se dire, quand on voit quelqu'un faire un exploit dont une personne qui n'est pas forcément pionnière ou sportive se dit, mais il est fou, ce gars. Mais finalement, il n'est pas fou. Il a réalisé déjà tous les risques avant, et il sait ce qu'il fait. Vous savez, il y a le pionnier, explorateur, aventurier, et puis il y a le trompe-la-mort. C'est très différent. Le trompe-la-mort, il ne se prépare pas. Et il est content de revenir vivant en se disant « je suis plus fort que la mort ». Alors que l'explorateur, l'aventurier, le pionnier, lui, il se développe, il développe des capacités de manière à pouvoir être toujours meilleur. Et pour développer des capacités, eh ben, il faut passer par certains moments où on rate. Donc, c'est pas drôle de rater. Et quand Francky dit qu'il a raté beaucoup de fois, c'est jamais drôle. Moi aussi, j'ai raté. Ce qui est important, c'est d'apprendre toujours quelque chose de ces échecs, de manière à ne pas réessayer toujours de la même manière. Quand on rate, il faut réessayer autrement. Et ça nous donne une force extraordinaire, ce qui fait que finalement, on n'est pas là pour dépasser ses limites. Ces limites, on ne va jamais les dépasser. On va dépasser ses limitations. Les limitations, c'est ce qu'on s'inflige à soi-même comme limite. Et on est toujours très au-dessous des vraies limites. C'est pour ça que, quand on se voit avec Francky, moi, j'ai juste l'impression qu'on est passionnés, tous les deux, par le fait de vivre pleinement. Et évidemment, il y a un certain nombre de risques à vivre pleinement. Mais c'est beaucoup plus dangereux de ne pas vivre pleinement. Parce qu'on ne va jamais rien apprendre, notre vie va servir à rien. Beaucoup de gens sombrent dans la dépression parce qu'ils ne trouvent aucun sens à ce qu'ils font. Et ce qui est paradoxal, c'est que ceux qui critiquent tous les pionniers qui prennent des risques, c'est ceux qui prennent aucun risque et qui ne vivent pas véritablement, finalement. Je reprends la phrase que vous avez mentionnée tout à l'heure. Moi, quand j'étais gamin, vous avez dit. Est-ce que d'être pionnier n'est pas un rêve d'enfant, finalement, au départ? Mais complètement. Bon, moi, c'était un petit peu
dans mon éducation, en voyant ce que mon grand-père et mon père avaient fait dans la stratosphère, dans les abysses, puis aussi tous les pionniers que j'ai rencontrés comme enfant, les astronautes du début du programme spatial américain, que j'ai rencontrés à Cap Kennedy, que j'ai vu décoller. Et ça m'a donné envie d'être un explorateur et un pionnier, c'est sûr. Mais en même temps, comme je l'ai aussi dit, moi j'avais peur de monter dans un arbre. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'on est explorateur dans des conditions comme ça? Et puis en plus, Armstrong qui marche sur la Lune, il casse le rêve de tout le monde, il n'y a plus rien à faire. En tout cas, c'est ce que je croyais à l'époque. Donc ce que j'ai développé en moi, c'est une boussole dont l'aiguille ne montrait pas le nord, mais montrait tout ce qui n'avait pas encore été fait. Et chaque fois que quelque chose n'avait pas encore été fait, j'essayais. Alors je crois que la seule chose que je n'ai pas essayé, c'est la drogue, parce que je pense que le bénéfice n'est pas suffisant. Mais tout le reste, j'ai essayé. Puis parfois, je me suis dit, j'aime pas, j'arrête. Et puis, certaines fois, je me suis dit, c'est fantastique, je continue là-dedans. Et puis, ça m'a fait 18 ans d'El Delta, 20 ans de ballon, de l'avion solaire, en plus de la médecine, en plus de l'hypnose, en plus des solutions que je cherche avec la Fondation Solar Impulse pour protéger l'environnement. Donc, toutes ces choses où l'aiguille me montre une direction que je me sens obligé de suivre parce que c'est ça qui me passionne. Francky Zapata, vous êtes d'accord sur ce principe de dire allons là où on n'est pas encore allé et puis suivons cette aiguille qui indique pas forcément le nord mais qui indique les directions où on n'est pas encore allé. Vous êtes d'accord là-dessus? Je suis d'accord sur l'idée. En fait, c'est vrai que c'est bien d'explorer de nouveaux horizons. Moi, ça n'a pas été spécialement mon cas puisque finalement, moi j'ai plutôt une démarche qui est intuitive. Il me vient des envies et en fait j'ai juste envie d'aller au bout. Est-ce que ça c'est pas la propre démarche d'un aventurier ou d'un pionnier, d'avoir des intuitions et d'avoir envie de les accomplir? Ah oui. Oui, non, en fait... Tout à fait, mais on a peut-être une manière un peu différente de commencer, mais on arrive au même endroit. C'est ça. En fait, disons que j'ai une vie qui est tellement occupée et que j'ai pas trop le temps de me poser des questions. Mais d'un coup, il me vient une idée et une envie comme une évidence. Et en fait, je suis prêt à faire beaucoup de choses pour l'atteindre. Et donc, c'est plutôt quelque chose qui est viscéral en moi. C'est plutôt... c'est pas spécialement réfléchi. Beaucoup m'ont demandé... cette question, elle est revenue plein de fois sur le flyboarder. Quel était l'objectif? Quel business model il y a derrière? Et je vais dire une réponse plutôt, excusez-moi, qui a souvent fait fuir les investisseurs, etc. Mais pourquoi tu créerais une machine volante? Pour voler, quoi. C'était tout, quoi. J'avais juste envie de voler. Donc voilà, une réponse simple, je voulais voler. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je suis serein. J'avais beaucoup de choses et je suis quelqu'un de comblé. Mais par contre, j'ai toujours envie d'avancer et j'irai toujours jusqu'au bout de mes nouvelles idées. Mais voilà, c'est plutôt quelque chose de viscéral. Et puis après, l'équipe aussi, ça te transcende, quoi. J'ai ce background un petit peu de sportif, où même si c'est un sport individuel, tu as cette notion d'équipe et où tu ne peux pas décevoir, quoi. C'est quelque chose, pas par ego, mais pour la santé de l'équipe, pour le bonheur des gens. Et c'est à un moment donné... Il y a un moment donné, j'aime ces moments-là aussi dans la vie, parce qu'à un moment donné, il faut pas se cacher. Il y a aussi l'adrénaline qui joue, et moi, c'est un facteur pour moi, même si je suis pas un junkie de l'adrénaline. J'aime ces moments où, et c'est peut-être aussi la vie qui m'a formé comme ça, où tu travailles beaucoup, où tu as de jour et nuit, et qu'à un moment donné, il y a une équipe qui est engagée, puis tu mets le casque sur la tête, et le destin se joue entre tes mains, et tu te sens porté par l'équipe. Et ça, ce moment-là, tant qu'on l'a pas vécu, c'est difficile de l'expliquer, quoi. Donc, et c'est un soulagement, une joie, c'est plein de phénomènes difficiles à expliquer, mais qui remplissent une vie, quoi, une vie d'aventurier. Et qui font finalement devenir la personne que vous êtes aujourd'hui, parce qu'il faut se rendre à l'évidence, pionnier ou pas pionnier, vous avez cet esprit aventurier par les choses qui vous entourent dans votre vie et qui vous ont aidé à évoluer et puis à croître dans le sens que vous aviez envie, où vous aviez envie d'aller. Et donc, quelque part, ma question suivante, c'était comment devient-on pionnier? Mais je crois que vous avez déjà répondu à la question, et puis Bertrand également. Enfin, on ne devient pas pionnier ou aventurier si on n'a pas avec nous, vous n'avez pas avec vous ces idées de vous surpasser, d'aller au-delà des limites qu'on croit être physiquement là. Au-delà des certitudes et des croyances. Hein. Dans l'innovation technologique, c'est ça aussi. Il faut toujours changer le paradigme. Il faut toujours regarder
ce qu'on pense impossible, pourquoi on pense que c'est impossible et changer la raison pour laquelle on croit que c'est impossible. Et là, on voit qu'on arrive à changer de niveau et trouver des autres manières de faire extrêmement différentes qui permettent de réussir. Et moi, je dis toujours que ce n'est pas le vendeur de bougies qui a inventé l'ampoule électrique, parce qu'il faut arrêter de simplement optimiser. On doit être totalement disruptif, on doit être capable de faire des sauts dans quelque chose de complètement nouveau et de repartir dans un nouveau cycle. J'écoutais, quand nous avons discuté, Frankie Zapata, la semaine dernière, vous nous avez dit une phrase qui nous a interpellés. Quelle est pour vous la richesse? Qu'est-ce qui est le plus riche pour vous dans cette aventure? Déjà, c'est apprendre les échanges, et puis les échanges avec les humains, cette collaboration. C'est ça la vraie richesse. Après, je veux dire, il y a un moment donné, tout ce qu'on apprend au quotidien, c'est ce qu'on emporte avec soi, et puis aussi de le transmettre aux autres. Donc voilà, moi, je dirais que c'est l'histoire de ma vie, parce que il y a un moment donné, l'objectif est fondamental. Je veux dire, il faut se fixer un objectif, mais le parcours, le chemin qu'on traverse, il est autant important que le résultat, parce que si vous avez marché sur les gens pour arriver au bout, ou si vous avez personne en haut de la montagne avec qui fêter cette victoire, il n'y a pas d'intérêt. Je veux dire, ça devient une aventure complètement égocentrique. Et en parlant de fêter cette victoire, quand vous avez atteint le sommet de cette innovation, où vous vous dites, ça y est, je suis arrivé à ce niveau d'aboutissement de l'innovation, il y a une autre étape, on passe au-dessus de l'innovation, et je crois que la dernière fois, vous nous avez parlé de quelque chose qui rejoint un peu finalement le rêve de l'enfant aussi d'être pionnier, c'est ce fameux pouvoir magique. Oui, c'est vrai qu'en réalité, pour moi, ça allait au-delà finalement de l'innovation. Quand tu veux quelque chose, c'est à la base une idée. Et finalement, voler, c'est autre chose que d'innovation. Pour quelqu'un qui n'avait jamais volé comme moi je suis daltonien malheureusement. Je voulais être pilote, j'avais ces rêves dans la tête et j'ai pas pu. On m'a dit non, pas pour toi. Donc du coup, pour moi, voler, c'était un pouvoir. Je regardais ces insectes et ces oiseaux voler. J'ai passé ma vie à admirer ça. Donc oui, pour moi, ça a été une révélation. Et c'est vraiment, oui, quand tu mets des pieds quand je mets les pieds dans mes chaussures et que je regarde le ciel et qu'après je m'amuse avec les oiseaux et je vole, quoi. Et c'est mon corps qui me fait voler. C'est une sorte de pouvoir que tu arrives que tu as créé par le travail et que tu as envie de transmettre et de partager avec les gens. Bertrand, voler, c'est un pouvoir magique? C'est pas un pouvoir magique. C'est magique de voler, mais c'est pas un pouvoir. C'est pas qu'on est plus fort que le ciel, c'est qu'on a apprivoisé le ciel. Mais on a apprivoisé le ciel, pourquoi? Parce que pendant des milliers d'années, il n'y avait que les dieux qui avaient le droit de voler. Léonard de Vinci, quand il a fabriqué ses modèles, ses maquettes d'avions à la Renaissance, aurait été torturé et brûlé par l'Église s'il les avait essayés. Parce qu'on n'avait pas le droit, ça aurait été hérétique. Et puis tout à coup, on voit des pionniers qui cassent les règles, et c'est leur rôle de casser les règles. Et c'est pour ça qu'on a passé en 66 ans de l'avion des frères Wright à l'atterrissage d'Apollo 11 sur la Lune. C'est quand même incroyable, mais les Égyptiens auraient très bien pu voler il y a 5000 ans du haut de leur pyramide. Parce que le premier avion a été fait avec des baguettes de bois et de la toile. Donc on voit que c'est purement psychologique. Donc en fait, ce qui était magique, c'est de pouvoir éliminer les règles qui nous empêchaient de voler et de pouvoir le faire. Par contre, il faut quand même rester humble parce qu'on n'est pas fait pour voler et chaque fois qu'on arrive à voler, c'est une conquête. Effectivement, l'humain, la gravité, elle gagne toujours. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir un peu peur avant. C'est ça qu'il faut réaliser. Moi, à chaque fois que je monte sur ma machine, je réalise que c'est pas un skateboard et que ça vole. Et il faut garder ce minimum de peur qui te garde en vie. Mais oui, c'est quand même magique et je pense que les règles sont là pour les enfreindre, quoi qu'il en soit. Donc c'est d'être la base du rêve et du développement. J'ai une dernière question. Qu'est-ce qui vous pousse, Bertrand et Frankie, à pousser vos limites jusqu'à mettre votre vie en jeu?
ça paraît peut-être présomptueux ce que je veux dire, mais moi, j'ai pas vraiment l'impression que je mets ma vie en jeu. Je suis hyper bien préparé. Francky parlait de sauter de nuit dans un océan. Nous, on était préparés avec André à sauter de Solar Impulse ou de sauter de Breitling Orbiter avec notre parachute, notre canot de sauvetage. On savait comment le gonfler, on savait comment monter dessus, parce que si on n'est pas entraîné, on meurt dans ces cas-là. Et si on est entraîné, ben, on a confiance de survivre. Donc, j'ai pas l'impression de tromper la mort, mais moi, ce qui m'anime, en fait, c'est le désir d'avoir une vie qui est à la fois excitante et utile. Parce que si c'est seulement excitant, ça devient très égoïste, et si c'est seulement utile, c'est très ennuyeux. Et j'ai envie d'avoir les deux. Disons que, oui, moi je prends un peu de risque, ça c'est clair, mais c'est un risque qui est calculé. Ce qui me pousse, on va dire, à le faire, c'est déjà l'envie d'avancer. Moi, j'ai qu'une crainte, en fait, c'est de ne pas avoir assez de temps pour aller au bout de toutes mes idées de cette aventure. J'adore la vie, hein, je croque la vie à pleines dents. J'ai une femme extraordinaire, un enfant et plein d'amis. J'ai gardé tous mes amis quand j'étais gamin. Et je viens d'un monde qui est très différent de beaucoup de gens qu'on peut trouver aujourd'hui dans l'aviation, même dans le business. J'ai arrêté l'école très tôt, je viens d'un parcours sportif et c'est vrai que c'est pas du tout pour moi une revanche sur la vie ou prouver à qui que ce soit. Le regard des gens, je l'ai effacé très tôt. Je veux dire, j'ai eu cette chance, on va dire, quand jeune, on va dire d'avoir beaucoup de critiques de la presse. Quand tu fais du sport, c'est haut et bas, et la presse, ils veulent vendre du papier, donc ça affecte quand on a 20 ans. Mais après, tu apprends à te coucher le soir et à te dire, en fermant les yeux, est-ce que j'étais bon aujourd'hui? Quand tu es content de toi, ben, c'est ce qui m'a suffi. Mais par contre, je veux dire, j'ai une seule crainte, c'est de ne pas aller vraiment au bout de mes idées, juste pour voir ce qu'un gars comme moi, qui vient du parcours que j'ai, d'où je viens, jusqu'où je peux aller, juste par curiosité. J'ai vraiment cette curiosité de gamin, j'ai gardé mon âme d'enfant. Pour moi, j'ai toujours 15 ans, j'ai toujours plein de rêves, et c'est vraiment ça qui m'anime, jusqu'où je peux aller. Et le sport m'a apporté ça, même si le sport est quand même quelque chose qui est en soi une qualité et un défaut. Je veux dire, tu t'entraînes des heures et des heures juste pour être meilleur que les autres. Ça a une démarche qui est un petit peu bizarre, mais qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est bon quand tu gagnes. Et d'accord que c'est certainement une déformation, mais c'est ça qui est génial. Et moi, j'ai envie de garder ça et garder mon âme d'enfant et emmener mon équipe, montrer une vision différente du monde, une vie où on vit pleinement. Et voilà, avoir assez de temps pour aller au bout de mes idées et garder cette motivation et cette envie, parce que c'est ce qui me fait vivre. Et si ça peut, on va dire, entre guillemets, inspirer d'autres personnes, ben c'est ce qui me rend le plus fier. Alors, il n'y a pas d'innovation sans rêve, il n'y a pas de rêve sans pionnier, et il n'y a pas d'innovation sans pionnier. Bertrand Piccard, Francky Zapata, merci beaucoup. Merci à vous. Avec plaisir, merci Patrice. Et maintenant, assistons au décollage du dernier étage de la fusée SwissTech avec les 4 dernières sociétés SwissTech qui vont s'exprimer sur la thématique pionnier. C'est parti. I am a pioneer, I think, and the pioneers are always criticized. I think you must be able to to understand that the people don't understand you. I think he is the pioneer, and you must have here the passionate, you must have in the heart, and you must be strong in your mindset, in your idea, and do it. And you will fold, I fold, and I fold again, and it is in some sense the life, but be a pioneer is a beautiful sense from my point of view. I consider me as a pioneer in my field, definitively in the humanoid robotics since now 5 years. I see the development, and we are part of the development of the future of the society. Robotic, humanoid robotic, intelligent artificial, the mapping, the facing recognition are extremely sensitive, high-tech opportunity
for the future. And I see, from my point of view, as a pioneer in my field, in what we do, definitively. Well, let's say I don't know if I'm a pioneer, but it's clear that to go for a disruptive design, something never done, it's super attractive, and it's for an engineer, it's very satisfying, and I don't see any differentiation more than the satisfaction you can get from your work. Yes, definitely, we are a pioneer in our field because we will use technologies that are not existing yet, but under development. And in parallel to our development, we will insert them, and if pertinent, obviously, they will be part of our boat. Yes, absolutely. People thought we are crazy at the beginning. So I think what's important that you have an idea, and you have to be open-minded in terms of thinking. Do you take the risk to take it? And once you started to do it, because if you're a true pioneer or you're in a field like us, on a market which doesn't exist, so you don't have tools, you don't have the technology, and you don't necessarily have the support. So you have to act accordingly. And I think this is a pioneering, if you like. Space Pharma is surely a pioneer in our domain. I mean, you have to say it like that. I mean, research in space already existed before, since 40 years. But just to give you an example, most of the research was done on the ISS, that's the International Space Station. But there per year, there were 140, 50 experiments. You have to imagine, that's nothing. If you imagine how many experiments have been done elsewhere. And under very complicated conditions, very expensive, complicated, you need astronaut, and. And so what we do is not nothing new, but we combine the matters and put them together to create something new, in fact. So making it accessible space for everybody. I think this is our pioneer step in the whole process. Well, there are so many definitions of a pioneer. To me, a pioneer takes nothing for granted. He moves the lines. He looks for new perspective on everything. He creates great value to the society. You know, when the company was started 60 years ago, we really improved year over year the performance of our products, and we took them to the next level. Every time we are engaging with our customers, we really do pioneer work. For example, we pioneered when we helped and enabled NASA to fly to the Mars and put rovers on the surface of Mars. Another example would be we pioneer when we help our customers for medical implants with tiny motors which are life-saving and life-prolonging. But not only in applications, we pioneered as well when we started our digital journey as the first in our field over 10 years ago, when we did put all the catalog content online on the internet and enabled the customers, the end customers, to configure their drive systems and purchase this online. Voilà, mesdames, messieurs, nous arrivons à la fin de cette table ronde. Nous avons eu l'occasion d'entendre des histoires passionnantes sur les angles qui nous ont accompagnés pendant 7h30, recherche, business et pionniers. Et qu'est-ce que nous pouvons conclure et résumer de cette table ronde? Je dirais que l'innovation est la source de nouveaux marchés. Le rôle des startups est décisif dans l'apparition de nouvelles technologies. Durant notre voyage, nous avons vu qu'en s'arrêtant sur l'angle recherche, que l'innovation possède par essence une dimension internationale. Elle passe avant tout par une coopération entre la Suisse et la France, dans cet exemple, de haut niveau technologique, et nous l'avons vu avec l'ONERA et le CSEM. Que les ponts existent entre la recherche publique et la recherche privée et les différentes industries. Que l'innovation est transférable, transmutable, vers des applications même auxquelles nous n'avions pas pensé jusqu'alors. Je rappelle l'exemple du transfert de technologie entre la défense jusqu'au médical, en passant par le spatial et les télécoms avec l'optique adaptative que M. Saint-Jean nous a décrite. Et puis sur l'angle affaires, on apprend, après l'entretien entre Simone Wyss et Olivier Schwartz et Marie-Cécile Tardieu et Alain Pontille, qu'une innovation arrivée à maturation ouvre la voie vers la création de valeur pour une entreprise
et pour un marché. Une entreprise se crée aussi par l'innovation. L'exemple de Maxon et MDP, par exemple, ou de Soladis en Suisse, une société française donne naissance à une société suisse en Suisse, et une société suisse donne naissance à une société française en France. L'innovation au sens large rapproche donc les entreprises entre elles. On le voit très bien aujourd'hui avec Maxon et MDP, par exemple. Le partage de la valeur met en place des partenariats technologiques et commerciaux, et il se fait aussi par la recherche de talents et par la formation. Et l'adoption de la valeur passe par le marché intérieur et le choix final des besoins de ce marché. La Suisse, qui cultive l'innovation, offre un écosystème favorable aux projets de R&D, et la France, porteuse d'innovation et de créativité, représente un bras de levier dans le développement technique et commercial des entreprises et offre des opportunités de marché de niche à haute valeur ajoutée. L'angle pionnier nous montre une intelligence émotionnelle à l'épreuve de tout. Être pionnier, c'est avant tout un état d'esprit. L'esprit pionnier pousse l'innovation vers une industrie plus performante, plus créative et plus respectueuse de l'environnement. Les pionniers attirent les investisseurs et entraînent la création de nouvelles activités. La pensée avant-gardiste qui nous anime de la part et d'autre de la frontière ouvre de nouveaux horizons vers des processus d'exploration qui sont au cœur de l'innovation. Ils ouvrent les portes à l'initiative et à la création de start-up qui possèdent elles aussi cet esprit pionnier. Enfin, l'innovation n'est pas une mode, il faut qu'elle reste technologique pour garder tout son sens. Mais ce que nous retenons avant tout est que l'échec est le moteur du succès et que la seule chose qui empêche un rêve de se réaliser est la peur d'échouer. Le rêve pousse les pionniers vers une réalité sans faille. Et si je me permets ici de vous dire une citation d'Antoine de Saint-Exupéry pour clôturer cette table ronde, « Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité ». Merci à vous et je passe le dernier mot de la fin à Monsieur l'ambassadeur. Merci. Merci Patrice. Ce n'est pas le mot de la fin, ce n'est que le début. Et nous nous réjouissons de vous accueillir dès demain sur notre stand Port de Versailles. Vous l'avez vu cet après-midi, vous allez y découvrir des entreprises qui sont porteuses d'innovation à couper le souffle dans les secteurs de l'aérospatial, des clean tech, de la robotique. Il y aura des démonstrateurs qui seront présents. Et vous pourrez également assister à Viva Space. C'est une table ronde spatiale organisée à l'initiative de la Suisse qui abordera précisément le sujet de l'industrie spatiale sous un angle pionnier, avec la présence de Bertrand Piccard, de Raphaël Donjon, de Maxon Motors, de Space Pharma, de ClearSpace et de l'Agence spatiale européenne. Il ne me reste qu'à vous remercier, chers internautes, remercier les intervenants qui ont animé cet après-midi. La fusée SwissTech a décollé avec ses 12 entreprises. Elle va atterrir sur le sol de Vivatech et elle vous y attend dès demain. Au revoir. Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have a liftoff. We are high tech from Switzerland. We're SwissTech. SwissTech. We are SwissTech. 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 And we are SwissTech. And at the end, we are all SwissTech. We have a liftoff.